Au dîner de Noël, ma mère m'a traité de sangsue, maître disant de partir après avoir payé les factures. J'ai tout coupé, et le lendemain, elle a débarqué en hurlant à ma porte. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton « S'abonner » et appuyez sur la cloche pour ne rien manquer de nos histoires. Votre soutien est précieux pour nous. Si cette histoire vous intéresse, laissez un j'aime. J'aimerais aussi savoir de quelle ville vous venez, indiquez-le nous dans les commentaires. C'est parti! L'odeur de cannelle et d'orange qui s'échappait du four aurait dû être le parfum des souvenirs heureux, une promesse de joie et de chaleur partagée. Chaque année, cette senteur annonçait la magie de Noël. Mais cette année, elle s'enroulait autour de ma gorge comme une écharpe trop serrée, m'empêchant de respirer. Je m'appelle Alix, j'ai 28 ans, et ce soir, je comprenais que la magie n'habitait plus cette maison. Autour de la grande table en chêne, héritée de ma grand-mère, les bougies que j'avais insisté pour allumer dansaient, projetant des ombres chaleureuses sur les murs. C'était une tentative désespérée de ma part de recréer l'illusion d'une famille heureuse. Une illusion que je nourrissais depuis des années. La nappe blanche était impeccable, les verres en cristal brillaient. Tout était parfait en surface. Mais le silence était si lourd qu'il semblait absorber le son du crépitement du feu dans la cheminée. Mon père, Hervé, découpait la dinde avec une concentration chirurgicale, comme si cette tâche était la plus importante au monde, un prétexte pour ne lever les yeux sur personne. Depuis sa pré-retraite pour raison de santé, il s'était muré dans un silence passif, laissant à ma mère le rôle de régente. Ma sœur cadette, Chloé, 21 ans, souriait à son téléphone, complètement absorbée par un monde numérique où notre tension familiale n'existait pas. Elle tapotait l'écran avec ses ongles parfaitement manucurés, un luxe que je lui avais financé sous le couvert de « cadeau d'anniversaire ». Et puis il y avait ma mère, Martine. Assise en bout de table, droite comme un i, elle régnait sur notre silence. Son visage, encadré par une coiffure impeccable, arborait un sourire de façade, celui qu'elle réservait aux voisins et aux amis de la famille. Un masque de sérénité festive qui ne parvenait plus à cacher le mépris dans ses yeux lorsqu'il se posait sur moi. J'ai tenté une percée. Mon projet chez Brio Marché a été retenu pour être développé au niveau national, ai-je annoncé, essayant de mettre de l'enthousiasme dans ma voix. C'était une grande nouvelle pour moi, l'aboutissement de mois de travail acharné. J'espérais une réaction, même un simple « c'est bien, ma chérie ». Le regard de ma mère a balayé la nouvelle d'un revers de cils, puis s'est fixé sur mon vieil appareil photo posé sur le buffet. C'est mon sanctuaire, la photographie. La seule chose qui m'appartienne vraiment. Alix, a-t-elle commencé, sa voix douce comme du miel empoisonné. Je vois que tu as encore le temps et l'argent pour tes petites bêtises. Tu n'es peut-être pas assez occupé à t'occuper des choses importantes. De ta famille. Le coup à porter. Direct, précis. Il visait à la fois ma passion et mon dévouement, les transformant en preuve de mon égoïsme. J'ai senti mes joues s'empourprer. J'ai baissé la tête et piqué une fourchette de purée, espérant que l'acte de manger me rendrait invisible. C'est là qu'elle a décidé de porter les stockades. Alix, a-t-elle répété, et cette fois, tous les faux-semblants avaient disparu de sa voix. Ton père et moi avons beaucoup discuté. Il est temps que les choses changent. Tu es une adulte maintenant, tu as un bon travail. Ta présence ici est devenue pesante. Tu es comme une sangsue. Il est temps que tu quittes cette maison. Sangsue. Le mot est resté suspendu dans l'air, vibrant d'une cruauté obscène. Ma fourchette s'est immobilisée à mi-chemin. Le goût de la nourriture dans ma bouche est devenu âcre, métallique. J'ai levé les yeux, cherchant de l'aide. Mon père a eu un minuscule mouvement de menton vers son assiette, un ordre muet de ne pas faire de vagues. Chloé a finalement levé les yeux de son téléphone, non pas avec compassion, mais avec une pointe d'agacement, comme si je venais de gâcher sa soirée. Ce n'était pas de la colère que je ressentais à cet instant. C'était une sensation de dislocation, comme si mon esprit se détachait de mon corps pour observer la scène de loin. Je voyais cette jeune femme, moi, assise à cette table de fête, et je réalisais soudain qu'elle était une étrangère. Une simple source de revenus qu'on avait décidé de mettre au rebut. Martine a poursuivi, méthodique, comme si elle lisait une liste de conditions. Nous ne sommes pas des monstres. Tu paieras les factures de décembre,
comme tu le fais toujours. L'assurance annuelle pour la maison et la voiture arrive à échéance, c'est une grosse somme, tu t'en occuperas. Ensuite, nous te donnons jusqu'au nouvel an pour faire tes cartons et partir. Elle me demandait de financer mon propre exil. De payer la note de ma propre exécution. La logique était si perverse, si tordue, qu'elle en devenait presque fascinante. J'ai lentement reposé ma fourchette. Le tintement du métal sur la porcelaine a semblé résonner pendant une éternité. J'ai regardé ma mère, droit dans les yeux. Pour la première fois de ma vie, la peur avait disparu. Il ne restait qu'un désert de glace. Le clic de la porte de ma chambre en se fermant a été le seul son qui a brisé le silence de mon ascension. Je me suis appuyé contre le bois, mes jambes tremblant légèrement. La conversation, si l'on pouvait appeler ça ainsi, continuait en bas. Des murmures, puis un rire étouffé de Chloé. La vie reprenait son cours, comme si je n'avais jamais existé. J'ai allumé la lumière. Ma chambre, mon refuge, m'a semblé soudainement étrangère. Chaque objet, chaque meuble, était devenu une relique silencieuse, un témoin de ma longue et silencieuse soumission. J'ai commencé à marcher dans la petite pièce, et ma promenade s'est transformée en une visite guidée de mon propre musée des sacrifices. Le premier artefact était mon diplôme de la Sorbonne, fièrement accroché au-dessus de mon bureau. Le cadre en bois clair, je l'avais acheté pour 10 € chez Briomarché. Le papier à l'intérieur, cependant, m'avait coûté 4 ans de ma vie. Je me suis souvenu d'un soir d'hiver, en 2e année. J'étais épuisé. Le travail au café me laissait des douleurs dans le dos et mes notes commençaient à en pâtir. J'avais pris mon courage à deux mains pour demander à mes parents s'ils pouvaient m'aider un peu, juste pour que je puisse réduire mes heures de travail. Ma mère m'avait servi une tasse de tisane, son visage empreint d'une sollicitude calculée. Ma chérie, j'aimerais tant, avait-elle soupiré. Mais nous devons penser à l'avenir de Chloé. Ces cours de dessin sont si chers. L'art, ce n'est pas comme l'université, c'est un investissement. Toi, tu es si intelligente, si forte. Tu as toujours su te débrouiller. Nous sommes si fiers de ta résilience. La résilience. Un mot magnifique pour décrire l'abandon. J'avais bu ma tisane, le goût de l'amertume se mêlant à la camomille, et j'avais continué à me débrouiller. Mon regard a ensuite été attiré par la commode. J'ai ouvert le tiroir du haut. À l'intérieur, sous une pile de pulls, se trouvait une petite boîte contenant mes papiers importants. J'ai sorti le contrat de crédit de la Renault Clio. Il y a 2 ans, leur vieille voiture avait rendu l'âme. Panique à bord. Comment Martine irait-elle à son club de lecture? Comment Hervé se rendrait-il à ses rendez-vous médicaux? La solution était venue d'elle, bien sûr. Alix, avec ton CDI, tu pourrais faire un crédit, non? Juste pour nous aider. On te remboursera un peu chaque mois. Le « un peu » s'était transformé en « rien du tout » après 2 mensualités. Les 250 € prélevés chaque mois sur mon compte étaient devenus une autre de mes charges fixes. La voiture, que je n'avais pas le droit de conduire car, tu pourrais l'abîmer, était leur propriété de fait, mais ma responsabilité légale. Finalement, mes yeux se sont posés sur un album photo sur mon étagère. Le fameux voyage en Grèce. Je l'ai ouvert à une page au hasard. Une photo de nous 4 devant le Parthénon. Nous sourions tous, le soleil grec éclairant nos visages. Un mensonge parfait. Je me suis souvenu de la conversation qui avait eu lieu juste après que cette photo ait été prise. Nous étions assis à la terrasse d'un café. C'est dommage que la vue de notre chambre d'hôtel ne donne pas directement sur la mer, avait dit Martine en sirotant son café frappé. Maman, c'est déjà un hôtel magnifique, avais-je tenté de défendre mon choix. Oui, bien sûr, avait-elle répondu, son ton insinuant le contraire. C'est juste que ma sœur Danielle, quand elle est allée aux Maldives, avait un bungalow sur pilotis. Elle disait que c'était une autre dimension. J'avais payé 2000 € pour cette semaine de vacances, la totalité de mes économies de l'époque, pour entendre que ce n'était pas aussi bien que les Maldives de tante Danielle. J'avais senti les larmes me piquer les yeux, mais je les avais ravalées. J'étais forte. J'étais résiliente. Je me suis assise lourdement sur mon lit. Le puzzle s'assemblait. Ce n'était pas une cruauté soudaine,
une explosion de colère. C'était un système. Un système méticuleusement construit sur des années, où j'étais la travailleuse invisible, le pilier silencieux destiné à être remplacé une fois qu'il aurait supporté tout le poids possible. J'ai regardé la photo de mes 10 ans sur ma table de chevet, celle où mon père me portait en riant. Cette petite fille croyait en l'amour inconditionnel de ses parents. La femme assise sur le lit ce soir venait de comprendre que l'amour, dans cette maison, avait toujours eu un prix. Et elle venait de décider qu'elle ne paierait plus. Ma décision était irrévocable. Je ne leur laisserai pas le plaisir de me voir traîner ma misère pendant une semaine. L'opération départ devait commencer immédiatement. La première étape était de sécuriser mes arrières, de rassembler tout ce qui définissait mon existence administrative et financière. J'ai commencé par mon petit bureau. C'était un espace hybride, où mes documents personnels côtoyaient le courrier non ouvert et les paperasses diverses de toute la famille que ma mère déposait là, en attendant. À côté du bureau, la petite corbeille à papier était pleine. Martine avait une manie, elle déchirait tout courrier portant des informations personnelles en minuscules morceaux avant de le jeter. Une précaution de sécurité, disait-elle. Ou une façon de dissimuler des preuves. Alors que je m'apprêtais à vider la corbeille dans un plus grand sac, un fragment de couleur a attiré mon attention. Un petit carré de papier bleu et vert, portant le logo stylisé du Crédit Agricole. Rien d'anormal, c'était notre banque familiale. Mais en dessous, je pouvais lire les lettres « Lyon ». Lyon. Pourquoi aurions-nous reçu un courrier de l'agence de Lyon ? Chloé y étudiait, mais tous ses comptes étaient domiciliés ici, en banlieue parisienne, pour plus de simplicité. Un sentiment étrange, un mélange de curiosité et de pressentiment, m'a envahi. C'était l'instinct de l'analyste de données qui flairait une incohérence, un point qui sortait de la tendance. J'ai renversé le contenu de la corbeille sur le sol de ma chambre, créant un tapis de confettis de factures et de publicités. À quatre pattes sur la moquette, je me sentais ridicule, mais une force irrésistible me poussait à continuer. J'ai rassemblé tous les petits morceaux qui semblaient provenir du même document. J'ai étalé les fragments sur mon bureau, sous la lumière crue de ma lampe. C'était un puzzle macabre. Mes doigts, habituellement agiles sur un clavier, peinaient à manipuler ces petits morceaux de papier. Lentement, millimètre par millimètre, des mots ont commencé à émerger. Relevé de compte. Période due. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Le plus difficile a été de reconstituer les noms des titulaires. Les lettres étaient dispersées. M. H. V. et Madame Mar. D. Monsieur Hervé et Madame Martine D. Mes parents. J'ai froncé les sourcils. Ils n'avaient qu'un seul compte joint, dont je connaissais le numéro par cœur. Celui-ci était différent. Puis, après ce qui m'a semblé une éternité, j'ai réussi à assembler la ligne la plus importante. La plus dévastatrice. Solde de votre compte épargne au 30/11/XXXX. Et derrière, le chiffre, presque complet. Il manquait un morceau, mais il n'y avait aucun doute. 15 000 €. Le souffle s'est coincé dans ma gorge. 15 000 €. J'ai relu le chiffre, encore et encore. Il ne voulait rien dire. C'était une aberration. Ma mère, pas plus tard que la semaine dernière, m'avait juré, la main sur le cœur, qu'ils étaient à sec et qu'elle ne savait pas comment ils allaient payer la taxe d'habitation. J'avais fait un virement de 300 € le soir même pour la dépanner. Je me suis appuyé contre le dossier de ma chaise, le vertige me prenant. La pièce semblait tanguer. Ce chiffre n'était pas seulement de l'argent. C'était le monument de leurs mensonges. Chaque « on a du mal ce mois-ci », chaque « si seulement tu pouvais nous aider un peu plus », chaque soupir de martyr était un mensonge. Une performance. La rage a commencé à monter, chaude et puissante, chassant le choc glacial. Une rage pure. Il ne se contentait pas de me laisser payer. Il me volait activement, en jouant sur ma corde sensible, sur mon sens du devoir, sur mon amour pour eux. J'ai attrapé mon téléphone. J'ai activé l'appareil photo, et d'une main qui, à ma grande surprise, ne tremblait pas, j'ai pris une photo nette du document reconstitué. C'était ma première preuve tangible. La pièce à conviction numéro 1 dans le procès que j'intentais, dans le silence de ma chambre,
contre ma propre famille. Le puzzle était loin d'être terminé, mais une chose était certaine, j'allais trouver toutes les pièces manquantes. L'existence de ce conte secret était le fil d'Ariane. Il me suffisait de le tirer pour que tout le labyrinthe de leurs mensonges s'effondre. Et je savais exactement où trouver la pelote. Le grand classeur en cuir noir de ma mère, rangé dans la bibliothèque du bureau. Elle l'appelait « la mémoire de la maison ». C'était son sanctuaire de paperasse, un lieu de contrôle absolu où chaque facture, chaque garantie, chaque contrat était classé avec une précision maniaque. Un endroit formellement interdit. J'ai attendu. J'ai attendu d'entendre le son de la chasse d'eau, le grincement des lattes du lit dans leur chambre, puis le murmure lointain de la télévision. La maison était enfin endormie, à l'exception de mes nerfs à vif. J'ai descendu les escaliers, chaque marche une note dissonante dans la symphonie silencieuse de la nuit. Le sapin de Noël clignotait dans le salon, ses lumières projetant des éclats de couleurs sur les murs, une gaieté grotesque dans cette atmosphère de trahison. Le bureau était froid. J'ai fait glisser le classeur de son étagère. Il était lourd, rempli d'années de vie administrative. Mes doigts ont parcouru les intercalaires. Assurance, impôts, santé, voiture, et puis, un onglet que je n'avais jamais remarqué auparavant, portant une simple étiquette manuscrite, Projet Lyon. Mon cœur a manqué un battement. J'ai ouvert la section. Et là, tout était exposé. Non seulement les relevés de comptes originaux, non déchirés, de ce fameux compte épargne, mais aussi un autre dossier, plus épais. En l'ouvrant, une brochure en papier glacé a glissé sur mes genoux. Les Estudines de Gerlande, votre avenir étudiant au cœur de Lyon. Des images de jeunes gens souriant dans des studios modernes et lumineux. Agrafé à la brochure, il y avait un contrat de réservation. Et ce que j'y ai lu a transformé ma rage en une sorte de calme chirurgical. C'était un contrat pour un studio meublé, au nom de Chloé. Et puis, la clause financière. Prix d'achat, 80 000 €. Acompte versé, 15 000 €. Mon souffle s'est coupé. C'était ça. Voilà où était passé l'argent. Ils n'avaient pas seulement économisé dans mon dos. Ils avaient activement détourné les fonds que je leur donnais pour un projet immobilier secret. L'argent que je pensais destiné à la nourriture sur la table, au chauffage dans les radiateurs, avait servi à acheter un appartement à ma sœur. Mais le pire était encore à venir. Glissé entre les pages du contrat, se trouvait un petit carnet Moleskine. L'écriture de ma mère. C'était son livre de comptes secrets. Page après page, elle avait noté les sommes que je lui versais, et la manière dont elle les ventilait. La précision était terrifiante. Octobre, Alix, 1200 €, loyer plus charge. Dépenses réelles, estime, 450 €. Virement épargne Lyon, 750 €. Novembre, Alix, 1200 €. Virement épargne Lyon, 750 €. Puis, une note, écrite en marge de la première semaine de novembre, a attiré mon attention. Elle était soulignée 2 fois. Objectif 15K avant le 22e. Manque 1500 €. Idée, prétexter une fuite sur le toit. Alix est sensible à l'état de la maison. Demander 500 € exceptionnels. La nausée m'a envahi. Je me suis souvenu de son appel, de sa voix paniquée. Alix, il y a une auréole au plafond du salon, je crois qu'on a une grosse fuite. L'expert dit que ça va coûter cher. J'avais mordu à l'hameçon, sans même réfléchir. J'avais vidé mon propre compte épargne pour lui envoyer 500 € le jour même, me sentant comme une fille responsable, une sauveuse. J'étais en fait une dupe, une simple ligne dans son plan d'affaires. La dernière pièce du puzzle était une note manuscrite de l'agent immobilier sur le contrat de réservation. Attention, l'offre de prêt de l'étudiante est conditionnée au versement de l'apport total. Solde de l'acompte à verser impérativement avant le 1er janvier. Le plan, dans toute sa splendeur diabolique, s'est étalé devant moi. Me garder sous leur toit. Continuer à me traire jusqu'à la dernière goutte. Profiter des grosses dépenses de fin d'année, que je paierais comme une horloge. Et une fois que mon compte serait bien vidé, juste après Noël, me jeter dehors comme un déchet, juste à temps pour finaliser leur transaction avec l'argent qu'ils m'avaient si habilement volé. J'ai tout photographié.
Chaque page du carnet, chaque ligne du contrat. J'ai rangé les documents exactement comme je les avais trouvés. J'ai remis le classeur à sa place. Je suis sorti du bureau en fermant la porte sans un bruit. L'analyste de données en moi avait rassemblé toutes les preuves. La fille trahie, elle, venait de mourir. À sa place se tenait quelqu'un d'autre, une femme que je ne connaissais pas encore, mais dont je sentais la froide et implacable détermination. Je n'ai pas cherché la confrontation. Pas de cri, pas d'accusation. La vérité était une lame trop tranchante pour être brandie dans une explosion de colère. Je devais savoir une dernière chose, le degré de complicité de Chloé. Je suis monté à l'étage, le contrat de réservation à la main. Sa porte était entr'ouverte, laissant filtrer la lumière bleue de son écran de téléphone. Elle était allongée sur son lit, un casque sur les oreilles, souriant à quelque chose que je ne pouvais pas voir. Un monde de bonheur et d'insouciance. J'ai frappé doucement à la porte. Elle a sursauté, retirant son casque. « Alix ? Tu m'as fait peur. »« Il faut qu'on parle, » ai-je dit, ma voix plus calme que je ne l'aurais cru possible. Je suis entré et j'ai refermé la porte derrière moi. Je lui ai tendu le contrat. Elle l'a pris, un froncement de sourcils perplexe sur le visage. J'ai observé chaque micro-expression pendant qu'elle lisait. D'abord, l'incompréhension. Puis, ses yeux se sont écarquillés en voyant son nom. Une rougeur a commencé à monter à ses joues. La panique. Je ne comprends pas, a-t-elle balbutié, refusant de croiser mon regard. Vraiment, ai-je demandé, ma voix toujours aussi plate. Tu ne comprends pas ce contrat de réservation pour un studio à Lyon, à ton nom, avec un acompte de 15 000 €. Elle a secoué la tête, ses cheveux blonds volant autour de son visage. Maman m'a montré la brochure. Elle a dit que c'était une surprise. Un projet. Elle a dit que papy et mamie leur avaient laissé de l'argent et qu'ils voulaient l'investir pour moi. Pour que j'aie un bon départ dans la vie. Elle récitait sa leçon, peut-être même qu'elle y croyait. C'était ça, le plus terrible. Elle vivait dans une réalité alternative que nos parents avaient créée spécialement pour elle. De l'argent de papy et mamie, ai-je répété, un rire sans joie m'échappant. Chloé, papy et mamie nous ont laissé à chacune 5 000 €. Tu as dépensé ta part en 6 mois pour un voyage en Thaïlande et un nouveau sac à main. Ma part est passée dans les réparations de cette maison et dans tes frais de scolarité. Il n'y a pas d'autre argent. Je me suis approchée, m'asseyant sur le bord de son lit. Cet argent, Chloé, c'est 15 000 €, c'est le mien. C'est l'argent du loyer que je paie, l'argent des courses, l'argent de la fuite du toit imaginaire du mois dernier. C'est l'argent que je gagne en travaillant 40 heures par semaine pendant que tu vas à tes cours de poterie. Elle m'a regardée, et pour la première fois, j'ai vu une fissure dans son armure d'ignorance. Une lueur de véritable confusion. Mais, pourquoi ils auraient fait ça? Parce que c'est plus facile, ai-je dit. C'est plus facile de prendre à celle qui donne sans compter, pour offrir à celle qui ne demande jamais d'où vient l'argent. Elle a baissé les yeux sur le contrat, ses mains tremblant. Puis elle a posé la question. La question qui a tout anéanti, qui a prouvé qu'elle était irrécupérable, non pas par méchanceté, mais par un égoïsme si profondément ancré qu'il était devenu une partie d'elle-même. Mais, cette somme est si énorme que ça? Je veux dire, je pensais que tu gagnais bien ta vie. Le silence est tombé. Elle venait de résumer des années de ma vie, de mes sacrifices, de mes angoisses de fin de mois, en une simple question désinvolte. Elle ne voyait pas le travail, seulement le résultat. Elle ne voyait pas le coût, seulement le bénéfice. Et le bénéfice, dans son esprit, lui revenait de droit. Je me suis levée. La conversation était terminée. Le dernier fil d'espoir que j'avais, celui qu'elle puisse être mon allié, venait de se rompre. Elle n'était pas complice, elle était le but. Le trophée. Et on ne demande pas à un trophée de comprendre la sueur et les larmes de l'athlète qui l'a remporté. Oublie ce que j'ai dit, ai-je murmuré. C'est une grosse somme. Et non, je ne gagne pas si bien ma vie que ça. Fais de beaux rêves, Chloé. J'ai quitté sa chambre, la laissant avec son contrat et sa cécité dorée. J'avais ma réponse. J'étais seule dans cette guerre. Et je devais la mener seule.
Le calme qui m'habitait en quittant la chambre de Chloé n'était pas de la résignation, mais la sérénité d'un général qui vient de finaliser sa stratégie avant la bataille. Il n'y avait plus de place pour l'émotion, seulement pour l'action. J'ai attrapé un grand sac de voyage et j'y ai jeté le strict minimum, des vêtements pour une semaine, ma trousse de toilette, mon ordinateur portable, son chargeur, et le plus important, mon dossier de preuves, les photos du relevé de compte déchiré, du carnet de ma mère, et l'original du contrat de réservation que j'avais subtilement emporté. Mon téléphone à la main, j'ai appelé Léa. Il était presque 2 heures du matin. Léa ? C'est moi, ai-je chuchoté dans le couloir sombre. Est-ce que ton offre tient toujours ? Je quitte la maison. Maintenant. Sa réponse a été immédiate, sans l'ombre d'une hésitation. Bien sûr. La porte n'est pas fermée. Je t'attends. Sois prudente. Ce simple échange, cette confiance aveugle, était un baume sur mes blessures encore fraîches. C'était ça, une vraie famille. Un port d'attache. J'ai descendu les escaliers, mon sac sur l'épaule, retenant mon souffle à chaque marche qui grinçait. J'ai jeté un dernier regard au salon, aux décorations de Noël qui semblaient maintenant me narguer. J'ai ouvert la porte d'entrée, me suis glissé dehors dans l'air glacial de décembre, et je l'ai refermé derrière moi sans un bruit. Je n'ai pas regardé en arrière. 20 minutes plus tard, j'étais dans le petit appartement chaleureux de Léa. L'odeur de la tisane à la verveine flottait dans l'air. Elle m'a prise dans ses bras, une étreinte forte et silencieuse qui en disait plus que tous les mots. Puis, je me suis assise sur son canapé et j'ai tout déballé, les documents étalés sur la table basse comme les pièces d'un procès. Son visage s'est durci à mesure que je parlais. Quand j'ai eu fini, elle a secoué la tête, une fureur froide dans les yeux. Les monstres, a-t-elle simplement dit. Puis, elle a ajouté, tu sais ce qu'il te reste à faire, n'est-ce pas ? J'ai hoché la tête. J'ai ouvert mon ordinateur. Opération Libération a commencé dans le silence de la nuit parisienne, seulement ponctuée par le cliquetis de mon clavier. Première étape, la forteresse financière. Je me suis connecté à mon compte en banque principale. J'ai vu la ligne du virement mensuel récurrent, intitulée « Soutien famille ». Quelle blague! J'ai cliqué sur « Supprimer ». Le message de confirmation est apparu, êtes-vous sûr ? J'ai appuyé sur « Oui » avec un sentiment de puissance que je n'avais jamais ressenti. C'était le son de mes chaînes qui se brisaient. Deuxième étape, couper les ponts. J'ai trouvé les numéros des services clients. D'abord, l'électricité. Bonjour, Alix D, à l'appareil. Je vous appelle concernant le contrat numéro X à l'adresse I. Je souhaite vous notifier que je ne suis plus résidente à cette adresse et que je cesse toute responsabilité financière sur ce contrat à compter de ce jour. Veuillez adresser les futures factures au titulaire du bail, monsieur et madame D. L'opérateur a tenté de protester, parlant de procédure. J'ai été ferme, polie, inébranlable. J'ai répété la même procédure pour l'eau, pour le gaz, pour la box internet et la ligne de téléphone fixe. Chaque appel était un mur que je construisais entre mon avenir et leur parasitisme. Troisième étape, les privilèges. La carte de crédit secondaire de ma mère, liée à mon compte, en cas d'urgence. Les urgences, pour elle, étaient souvent une nouvelle paire de chaussures ou un déjeuner entre amis. Je me suis connecté à mon application bancaire. Motif de l'annulation, carte perdue. En moins de 5 minutes, elle était désactivée. Quatrième et dernière étape, le sanctuaire. J'ai ouvert un nouvel onglet et j'ai souscrit à un compte dans une banque en ligne, une de celles sans agence physique, intraçable pour eux. Une fois le nouveau RIB créé, j'ai effectué un virement de 95% de mes économies restantes de mon compte historique vers ce nouveau havre de paix financier. Quand j'ai finalement fermé l'ordinateur, les premières lueurs de l'aube teintaient le ciel de Paris. J'étais vidée, mais j'étais entière. Léa, qui était restée éveillée avec moi, m'a tendu une tasse de tisane fraîche. Alix, a-t-elle dit doucement, ce n'est pas une fin. C'est le premier jour du reste de ta vie. Et tu ne seras plus jamais seule. J'ai bu la tisane, le liquide chaud apaisant le froid qui m'avait habité pendant si longtemps. Pour la première fois depuis des années, je sentais que c'était peut-être vrai. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que l'histoire vous intéresse vraiment.
Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, tapez 1 pour que je sache que vous êtes ici, ou dites-moi depuis quel pays vous regardez l'émission. Vous pouvez aussi poser vos questions, j'y répondrai. Les 2 jours qui ont suivi mon évasion ont été nimbés d'un calme irréel. C'était le silence avant la tempête. Réfugié chez Léa, je passais mes journées à postuler à des annonces de location pour des petits studios, mon téléphone posé à côté de moi comme une grenade dégoupillée. Contre toute attente, il est resté silencieux. Pas un appel, pas un SMS. Il ne s'était rendu compte de rien. Ou, pire, mon départ était si insignifiant pour eux qu'ils ne méritaient même pas une réaction. Cette pensée était presque plus blessante que leur cruauté. La détonation a eu lieu le 3e jour, un mercredi matin, jour de marché. J'étais en train d'aider Léa à préparer le petit déjeuner quand mon téléphone a vibré frénétiquement sur le plan de travail. Le nom « Maman » s'est affiché. J'ai senti une boule se former dans mon estomac, un réflexe pavlovien de peur et d'obligation. J'ai respiré profondément, j'ai fait un signe à Léa, et j'ai décroché en activant le haut-parleur. « Alix !» Sa voix a explosé dans le calme de la cuisine, stridente, au bord de l'hystérie. Pas de préambule, pas de civilité. Une agression sonore. Internet est coupé. Je n'arrive pas à regarder mon feuilleton en replay. Et le pire, c'est que ma carte a été refusée au supermarché. J'ai dû laisser tout mon caddie à la caisse devant tout le monde. La honte. Tu te rends compte de l'humiliation? Qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai pris une tranche de pain, je l'ai mise dans le grille-pain. J'ai savouré le petit clic du levier qui s'abaisse. Ce silence, je le savais, la rendait folle. « Bonjour maman », ai-je finalement dit, ma voix posée, presque neutre. C'était la voix que j'utilisais au travail pour présenter des analyses de données. Froide, factuelle. « Je suis surprise que tu aies mis 3 jours à t'en rendre compte. »« Arrête tes jeux stupides », a-t-elle hurlé, sa voix montant dans les aigus. Je veux une explication, et je la veux tout de suite. L'explication est très simple, ai-je continué, beurrant mon toast avec une lenteur délibérée. J'ai suivi tes instructions à la lettre. Tu m'as dit de partir. Je suis donc partie. Et en partant, j'ai mis fin à toutes mes obligations financières concernant une maison où je ne vis plus. L'électricité, l'eau, Internet, la carte de crédit. C'est à toi et à papa de gérer ça, désormais. C'est ce que font les adultes, non? Un silence de mort s'est installé à l'autre bout du fil. Je pouvais presque entendre les rouages de son cerveau qui patinaient, incapable de traiter cette nouvelle réalité. L'idée que sa source de revenus puisse avoir une volonté propre était un concept qui lui était totalement étranger. « Mais, tu ne peux pas faire ça », a-t-elle fini par articuler, sa voix passant de la fureur à une sorte de panique suppliante. « Nous sommes ta famille. On a besoin de toi. » J'ai ri. Un rire court, sec, sans aucune joie. Une famille? Une famille ne traite pas sa fille de sangsue. Une famille ne lui vole pas ses économies pendant des mois pour acheter un appartement en secret à sa sœur. Ne prononce plus jamais ce mot en t'adressant à moi. Le silence est revenu, plus lourd, chargé de culpabilité. Je l'avais coincé. Comment? A-t-elle chuchoté, sa voix brisée. Comment tu sais pour? Je sais tout, maman. Tout. Le compte à Lyon, le contrat, ton petit carnet de comptes. Je sais que vous aviez prévu de me saigner à blanc une dernière fois avant de me jeter dehors. Le plan était parfait. Sauf qu'il y avait une faille, vous avez sous-estimé la sangsue. Elle a commencé à sangloter, des pleurs bruyants et théâtraux. Tu es cruel. Tu nous laisses sans rien. Non, ai-je corrigé, ma voix dure comme l'acier. Je vous laisse avec vous-même. Avec les conséquences de vos propres actions. Tu voulais que je quitte la maison? Veux exaucer. Débrouille-toi. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. J'ai posé le téléphone. La guerre n'était pas finie, mais la première bataille venait d'être remportée. Et elle avait le goût délicieux d'un toast parfaitement grillé. La soirée qui a suivi cet appel était électrique. Nous savions, Léa et moi, que la bête blessée allait riposter. Martine n'était pas du genre à accepter une défaite par téléphone.
Nous avons verrouillé la porte à double tour, tiré les rideaux, et mis le volume de la télévision plus fort que d'habitude, comme si cela pouvait créer une bulle de protection autour de nous. Vers 21h, l'assaut a commencé. Pas par un coup de sonnette civilisé, mais par une série de coups de poing sourds et puissants contre la porte. Boum. 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 Le bruit résonnait dans tout l'appartement, faisant vibrer le sol sous nos pieds. Alix. Ouvre immédiatement. Je sais que tu es là-dedans, espèce de lâche. La voix de ma mère. Méconnaissable. Ce n'était plus la voix stridente de la panique, mais un rugissement de pure fureur. J'ai rampé jusqu'à la porte et j'ai risqué un œil au Judas. La vision était terrifiante. Son visage était rouge, déformé par la rage, ses yeux lançaient des éclairs. Derrière elle, mon père se tenait en retrait, les mains dans les poches, le regard fixé sur ses chaussures, comme un figurant dans une scène qui le dépassait. « Tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Tu nous ruines. Ouvre cette porte ou je la défonce », a-t-elle continué à hurler, ses cris résonnant dans la cage d'escalier. Les coups sont devenus plus frénétiques. J'ai eu une peur viscérale qu'elle ne mette sa menace à exécution. Léa, toujours la plus calme de nous deux, a attrapé son téléphone. « J'appelle la police », a-t-elle articulé, son visage blême. C'est alors que la porte de l'appartement d'en face s'est entr'ouverte. Madame Dubois, une veuve de 80 ans d'une dignité impeccable, est apparue, vêtue d'une robe de chambre en soie et d'un air outré. « Mais enfin, madame. C'est un scandale. Un peu de tenue, je vous prie », a-t-elle lancé d'une voix qui, malgré son âge, ne manquait pas d'autorité. Martine s'est tournée vers elle comme un animal enragé. « Mêlez-vous de vos affaires, la vieille. C'est une histoire de famille, ça ne vous regarde pas. » Madame Dubois a eu un hoquet d'indignation. Elle a jeté un regard glacial à ma mère, puis a sorti un petit téléphone à clapet de la poche de sa robe de chambre. « Ah oui ? Eh bien le tapage nocturne et les menaces, ça regarde le syndic de l'immeuble. Et la police. » Réalisant peut-être que son public s'élargissait, Martine a changé de stratégie en une fraction de seconde. Elle a plaqué son visage et ses mains contre ma porte, et sa voix s'est transformée en un sanglot déchirant. « Alix, mon bébé, s'il te plaît, ouvre-moi. Je suis désolée, j'ai dit des choses horribles. J'étais paniquée. Tu nous manques tellement. Rentre à la maison, on peut arranger les choses. » La performance était si convaincante que j'en ai eu la nausée. Elle essayait de me faire passer pour la fille cruelle qui repoussait sa mère éplorée. Mais je n'étais plus dupe. J'ai sorti mon propre téléphone, activé l'enregistreur vocal, et j'ai dit d'une voix forte, pour qu'on m'entende à travers le bois, « Maman, arrête ta comédie. Tu n'es pas là parce que je te manque, tu es là parce que ta carte de crédit a été refusée. » Il y a eu une seconde de silence total. Puis, un grognement guttural. Le masque est tombé. Elle a reculé et a asséné un violent coup de pied dans le bas de la porte. Un craquement sinistre s'est fait entendre. Le bois s'était fendu près de la serrure. C'en était trop. Pendant que Léa donnait notre adresse à la police, j'ai crié, « La police est en route. Si vous êtes encore là quand ils arriveront, vous leur expliquerez pourquoi vous avez tenté de défoncer une porte qui n'est pas la vôtre. » J'ai entendu mon père dire d'une voix faible, « Martine, allons-nous-en, s'il te plaît. » Le bruit des sirènes, d'abord lointain, s'est rapidement rapproché. Ce son a eu l'effet d'un seau d'eau glacée. J'ai entendu des pas précipités, le bruit de l'ascenseur qui était appelé, puis le silence. Quand deux policiers ont frappé à la porte quelques minutes plus tard, la cage d'escalier était déserte. Mais la porte portait les cicatrices de la bataille. L'un des agents a examiné la fissure. « Ils ont vraiment essayé d'entrer », a-t-il constaté. J'ai hoché la tête, encore tremblante. Ma mère. Et mon père. L'autre policier, plus âgé, m'a regardé avec une sorte de compassion lasse. « Mademoiselle, nous allons faire une ronde, mais je doute qu'ils reviennent ce soir. Je vous conseille vivement de venir déposer une main courante au commissariat dès demain matin. Ce que votre mère a fait ce soir, ça s'appelle du harcèlement et une tentative de violation de domicile. Protégez-vous. » Cette nuit-là, barricadés derrière un canapé que nous avions poussé contre la porte, nous n'avons pas fermé l'œil.
La guerre n'était plus une question d'argent. Elle était devenue une question de sécurité. Le lendemain matin, le café avait un goût de cendre. La peur de la nuit s'était dissipée, laissant place à une colère froide et déterminée. Je ne pouvais pas vivre comme une fugitive, sursautant à chaque bruit. Je devais reprendre le contrôle. J'ai suivi à la lettre le conseil du policier. Au commissariat, j'ai déposé une main courante détaillée, racontant non seulement l'épisode de la veille, mais aussi le contexte de harcèlement financier et psychologique. Le fait de voir tout cela consigné dans un rapport officiel a eu un effet étrangement apaisant. Ma version de l'histoire existait maintenant en dehors de ma propre tête. Elle était réelle, validée. Mais une question pratique demeurait. Le reste de ma vie était encore enfermé dans cette maison. Pas seulement des vêtements ou des livres. Mon appareil photo et ses objectifs, que je m'étais offert après des mois d'économie. Mon ordinateur de bureau plus puissant, sur lequel se trouvaient des années de photos. Des objets qui représentaient ma passion, mon identité en dehors de mon rôle de fille banquière. Y retourner seule était impensable. J'ai rappelé le commissariat, ma voix tremblante mais ferme. J'ai expliqué que je devais récupérer des biens personnels de valeur et que je craignais pour ma sécurité. L'officier de permanence, après avoir consulté mon dossier, a été très clair. C'est votre droit le plus strict, mademoiselle. Une patrouille peut vous escorter pour assurer que tout se passe sans incident. C'est une procédure courante. 2 jours plus tard, je me garais devant la maison où j'avais grandi. Derrière moi, une voiture de police se garait discrètement. Le lieutenant Mercier, un homme d'une 50aine d'années avec des yeux qui en avaient trop vu, en est sorti. « On y va, mademoiselle » a-t-il demandé. Le simple fait de marcher vers cette porte, flanqué d'un agent de la paix, a changé toute la dynamique. Je n'étais plus la fille effrayée, j'étais une citoyenne exerçant ses droits. C'est Martine qui a ouvert. Son visage, d'abord souriant en me voyant, s'est figé en apercevant l'uniforme derrière moi. Elle a immédiatement enfilé son masque de mère éplorée. « Oh, mon Dieu, Alix! Tu as besoin de la police pour venir voir tes parents ? Mais qu'est-ce qu'on a bien pu te faire pour mériter ça ?» a-t-elle lancé, sa voix dégoulinant de fausse tristesse. Le lieutenant Mercier a pris la parole, son ton neutre et professionnel ne laissant aucune place à la comédie. « Madame, nous sommes ici pour escorter votre fille. Elle vient récupérer ses effets personnels. Veuillez nous permettre de faire notre travail sans esclandre. » À l'intérieur, l'atmosphère était glaciale. Martine me suivait comme mon ombre, commentant chaque objet que je mettais dans un carton. « Ah, tu prends ce vase ? C'est moi qui l'ai choisi. Cette lampe, tu te souviens, on l'avait achetée ensemble. » C'était une torture psychologique, une tentative de me faire culpabiliser. Le point de rupture a été atteint quand j'ai commencé à débrancher mon ordinateur. « Ah non, pas ça », s'est-elle écriée. « Cet ordinateur reste ici. C'est l'ordinateur de la famille. Chloé en a besoin pour ses études. » J'étais prête. J'ai sorti de mon sac la pochette contenant mes preuves. « Lieutenant », ai-je dit calmement. « Voici la facture de l'ordinateur, datant de l'année dernière, payée intégralement avec ma carte bancaire. Voici celle de l'appareil photo, du téléviseur, et même du réfrigérateur. » Je lui ai tendu le dossier. Il l'a feuilleté, son expression devenant de plus en plus grave. Il a levé les yeux vers ma mère. « Madame, tous ces documents prouvent que ces biens appartiennent à votre fille. Toute tentative de les retenir pourrait être considérée comme du vol. Je vous demande de la laisser faire. » Le visage de Martine s'est décomposé. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Vaincue par les faits, par la logique implacable des preuves. Elle a reculé et est allée s'asseoir dans le salon, me lançant des regards assassins. Alors que je faisais un dernier aller-retour vers ma voiture, j'ai vu Madame Dubois, ma voisine, qui sortait ses poubelles. Nos regards se sont croisés. Elle m'a offert un petit sourire, presque imperceptible, et un léger hochement de tête. C'était un geste minuscule, mais il signifiait tout. Ce n'était plus ma parole contre la leur. La vérité commençait à se frayer un chemin. Conduire loin de cette rue pour la dernière fois a été comme briser la surface de l'eau après une longue apnée. L'air qui entrait par la fenêtre de ma voiture me semblait plus frais,
plus pure. Dans mon rétroviseur, la maison a rapetissé jusqu'à disparaître. Je ne ressentais ni tristesse, ni nostalgie. Juste la certitude profonde et tranquille d'avoir survécu. Les semaines qui ont suivi ont été un marathon. Entre mon travail, les visites d'appartements et les formalités administratives, j'étais épuisée. Mais c'était une bonne fatigue, une fatigue de bâtisseuse. Chaque document signé, chaque carton déballé dans le petit studio que j'avais finalement trouvé, était une pierre ajoutée à la forteresse de ma nouvelle vie. Le studio était minuscule, à peine 30 mètres carrés sous les toits de Paris. Mais il était à moi. Le silence n'y était pas menaçant, il était paisible. La lumière qui entrait par le velu était ma lumière. Pour la première fois de ma vie, je me sentais chez moi. Les nouvelles de l'autre monde, celui que j'avais laissé derrière moi, me parvenaient par l'intermédiaire de Chloé. Ces messages étaient devenus un rituel étrange, des bulletins d'information d'un pays en guerre où je n'étais plus qu'une observatrice distante. Le propriétaire de l'appart à Lyon a appelé, m'a-t-elle écrit une semaine après mon départ. Le contrat est annulé. Ils ont gardé l'acompte. Maman n'a pas parlé pendant 2 jours. Je n'ai pas répondu. Je me suis contentée de lire, de ressentir un pincement au cœur non pas pour eux, mais pour la stupidité de leur plan. Quelques jours plus tard, maman a dû emprunter de l'argent à tante Danielle pour payer la grosse facture de régularisation de gaz. Maintenant, tante Danielle appelle tous les soirs pour savoir comment ça avance et pour donner des conseils. Maman est à bout. L'image de ma mère, si fière, si méprisante, obligée de rendre des comptes à sa propre sœur, avait une justice poétique presque cruelle. Puis, le message le plus inattendu. Papa travaille maintenant à temps partiel chez Bricorama. Il est au rayon peinture. Il rentre tous les soirs en se plaignant de son dos. Il a l'air vieux. Ce message m'a touché. J'ai repensé à mon père, à sa passivité, à sa faiblesse. Il n'était pas le monstre. Il était juste l'ombre du monstre. Il payait maintenant le prix de ne s'être jamais opposé, de n'avoir jamais protégé sa fille aînée. La véritable onde de choc est venue un mois plus tard. Un message plus long de Chloé. Alix, je crois que je commence à comprendre. Hier, maman a crié après moi parce que j'avais acheté une marque de yaourt trop chère. Elle m'a dit que je ne me rendais pas compte de la valeur de l'argent. C'est la première fois qu'elle me disait ça. C'est ce que tu essayais de me dire, n'est-ce pas? J'ai fixé le message pendant de longues minutes. Une brèche. Une minuscule fissure dans sa tour d'ivoire. J'ai décidé de lui répondre, pour la première fois. Oui, Chloé. C'est exactement ça. Sa réponse a été quasi instantanée. Comment on fait? Pour savoir? Pour gérer? J'ai passé la demi-heure suivante à lui envoyer des liens vers des applications de gestion de budget, des conseils pour économiser sur les courses, les bases que j'avais dû apprendre seule dans la douleur. Ce n'était pas un pardon. C'était un simple transfert de connaissances. Un geste de sœur aînée, peut-être le premier vraiment sincère depuis des années. Je posai mon téléphone. Le château de cartes qu'ils avaient construit s'était effondré. Mais peut-être que sur les ruines, ma sœur, au moins, apprendrait à construire quelque chose de plus solide. 1 an. Le cycle des saisons a fait une révolution complète. La Terre a tourné, et moi avec elle. Ce soir, c'est à nouveau le réveillon de Noël. Mon petit studio sous les toits est baigné d'une lumière douce. Des guirlandes lumineuses courent le long de ma bibliothèque. L'air embaume le poulet rôti au thym et le vin chaud aux épices. C'est une odeur de fête, mais cette fois, elle est authentique, elle est à moi. Autour de ma petite table ronde, il n'y a pas de silence pesant ni de sourire forcé. Il y a Léa, mon roc, qui lève son verre en riant. Il y a 2 autres amis, rencontrés au cours de cette année de reconstruction. Et il y a Chloé. Je l'ai invitée, non sans une longue hésitation. Elle est venue, apportant un dessert qu'elle a fait elle-même, une tarte au citron un peu trop cuite mais offerte avec un sourire timide et sincère. Elle a tellement changé en 1 an. Elle a quitté sa prestigieuse école d'art, trop chère et trop snob, dit-elle, pour une formation plus pratique en design graphique, qu'elle finance elle-même avec son travail dans un bar. Elle a un studio minuscule, encore plus petit que le mien,
et elle est fière de chaque facture qu'elle arrive à payer. Elle a découvert la valeur de l'argent, et par là même, elle a découvert sa propre valeur. Notre relation est encore fragile, comme une pousse qui sort de terre après un incendie, mais elle est réelle. Je regarde ce petit groupe, ma famille choisie, et je mesure le contraste avec le Noël précédent. L'année dernière, j'étais une source de revenus sur le point d'être liquidée. Ce soir, je suis l'hôtesse, la créatrice de ce moment de chaleur et de partage. Chaque objet qui nous entoure, de la table chinée en brocante aux chaises dépareillées, a été choisi et payé par moi. C'est la différence entre être un meuble dans la maison de quelqu'un d'autre et être l'architecte de son propre foyer. Sur les murs, j'ai encadré mes photos. Des visages, des rues, des moments de lumière volés au quotidien parisien. Ma passion, autrefois une « bêtise » à leurs yeux, est devenue mon langage, la manière dont je raconte ma propre histoire au monde. Mon compte en banque reflète cette transformation. Le fonds d'urgence, qui avait été anéanti, est maintenant plus solide que jamais. C'est mon filet de sécurité, le symbole tangible de mon indépendance. Je ne suis plus à la merci des « fuites de toit » imaginaires de personnes. Plus tard, alors que les autres discutent joyeusement dans le salon, Chloé m'aide à débarrasser la table dans la petite cuisine. J'ai eu des nouvelles d'eux, dit-elle à voix basse, sans que je lui demande rien. Ils ont vendu la maison. Ils n'arrivaient plus à payer le crédit. Ils ont loué un petit F2 dans une ville où personne ne les connaît. Elle marque une pause, essuyant une assiette avec soin. Maman ne sort presque plus. Elle dit que tout le monde l'a trahi. Papa travaille toujours à Bricorama. Il ne parle plus beaucoup. Parfois, je les appelle, c'est juste triste. Ils sont seuls. Et toi, ai-je demandé doucement. Elle a levé les yeux vers moi, et j'y ai vu une clarté nouvelle. Moi, je construis ma vie. C'est difficile. Mais c'est la mienne. Et c'est grâce à toi, Alix. Tu m'as montré que c'était possible. Ces mots m'ont touché plus que je ne l'aurais cru. Peut-être que de toute cette destruction, quelque chose de bon avait réussi à éclore. Sur la petite console dans l'entrée, à côté d'une pile de livres, il y a une petite boîte en bois. À l'intérieur, il y a 5 enveloppes, encore cachetées. Les lettres de ma mère, envoyées au fil de l'année. Je ne les ai jamais ouvertes. Je ne les ouvrirai probablement jamais. Non par haine, mais par instinct de préservation. Ma paix est encore une chose fragile, un oiseau convalescent que je protège de mes 2 mains. Et ces lettres sont des pierres que je refuse de les laisser jeter dans mon jardin tranquille. La soirée se termine. Mes amis partent, me laissant dans le silence heureux de mon appartement. Je regarde par la fenêtre le ciel de Paris. On dit que le temps guérit tout. Je ne suis pas sûre. Je crois plutôt qu'on apprend à vivre avec les cicatrices. Et on apprend que ces cicatrices sont la preuve qu'on a survécu, et qu'on est devenu plus fort là où on a été brisé. J'ai choisi ma paix. Et ce soir, elle a le goût sucré de la tarte au citron et la chaleur de l'amitié. Et c'est infiniment plus précieux que n'importe quel pardon qui pourrait, ou non, être sincère.